Bon, eh ben on est parti. M'en Un doutais grand de merci. celle-là. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue donc à ce webinaire qui porte donc sur sur l'expérience d'un expert visiteur numérique dans le cadre de la certification HS, la V2014. Avec mes collègues qui sont Laurine Dutoit, qui sont connectés, ingénieur qualité, Noël Vidal aussi, cadre de santé, donc la structure régionale d'appui qui sont présents, et moi-même, donc Cédric Corvoisier en tant que responsable de la structure régionale d'appui du réseau santé qualité risque. On a donc la chance d'avoir parmi nous donc Philippe Patoire, expert visiteur numérique de Saint-Amand-les-Eaux, Michel Tumrel, directeur de la structure, et puis Farida Drissi aussi, ingénieur qualité, que vous voyez donc à l'écran. Je vous laisse faire un petit tour de table très rapidement, vous présenter en 3 mots, et puis on attaque dans le vif du sujet. D'accord, donc bonjour à tout le monde, Michel Tumrel, donc je suis le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Vous m'entendez bien, ça passe, c'est bon? Très bien, Michel. Super. Donc Michel Tumrel, directeur de Saint-Amand-les-Eaux, je suis également effectivement expert visiteur, coordonnateur de visite de certification et actuellement donc en charge du tutorat, on va dire, des experts visiteurs numériques. Et le premier expert visiteur numérique que j'ai eu la chance de tutorer, c'est le mien, c'est Monsieur Patoire, qui est notre ingénieur informaticien sur le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Voilà, donc je lui passe tout de suite la parole pour se présenter. Oui, donc bonjour à tous, donc Philippe Patoire, effectivement, donc responsable système d'information sur le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Et tout récemment, du coup, première visite en janvier, donc avec Monsieur Tumrel sur un établissement de la région. Voilà, donc. Vas-y, Farida. Drissi Farida, je suis donc responsable qualité à la direction de la qualité du CH de Saint-Amand-les-Eaux depuis 2 ans. Un grand merci donc au centre hospitalier Saint-Amand-les-Eaux. L'intervention se fera en 3 parties. Une première partie très rapide pour reposer le cadre et notamment sur le manuel et ses nouveautés qui concernent notamment les critères sur le risque numérique. Une deuxième partie qui sera essentiellement dédiée donc à l'expert visiteur numérique sur lequel là vous pourrez poser toutes vos questions. Et puis une dernière partie sur les prochaines actualités à venir au sein de la région au niveau national aussi. Consigne, parce que nous allons être beaucoup, vous êtes quasiment 200, plus de 200 inscrits aujourd'hui à ce webinaire. Donc, merci de couper vos micros. Vous pouvez donc laisser vos caméras allumées. Si vous souhaitez prendre la parole au moment des échanges, ça va intervenir au moment de l'intervention de Monsieur Patoire. Soit vous levez la main, ou le plus simple aussi, c'est de pouvoir utiliser le chat qui est prévu à cet effet dans le Teams, un chat sur lequel vous posez les questions et qu'on renverra directement auprès de Monsieur Patoire, de Monsieur Tumrel ou de Madame Drissi pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions dans le cadre de nos démarches de certification de la Haute Autorité de Santé, ou voire même un petit peu plus supra dans le cas des plans blancs, plans ORSAN ou autres éléments, points importants aussi. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. N'oubliez pas donc le référentiel HS de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Chaque année est modifié et révisé. Donc là, nous sommes à la version 2024. Donc c'est pour cette 5e itération. Nous sommes à cette 4e version qui est valable donc à compter du 1er janvier 2024. Alors vous verrez à chaque fois que vous verrez un texte surligné, ça renvoie directement au référentiel et donc vous avez accès directement en ligne au support. Vous recevrez à la fin de ce webinaire, vous recevrez le support, les liens, les fiches et ce webinaire en replay. Si je poursuis notamment donc concernant les risques numériques auxquels les établissements sanitaires et médico-sociaux, mais surtout là le sujet est plutôt à destination des établissements sanitaires, nous devons faire face. La HAS a orienté donc 2 nouveaux critères pour répondre aux risques numériques. Le premier enjeu, c'est de répondre notamment à la sécurité informatique et notamment pour la continuité d'activité. C'est souvent des termes que l'on utilise en PCA et PRA, plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité, et notamment pour gérer les risques de cyberattaque. Il n'y a pas si longtemps, il y a un petit peu plus d'1 mois maintenant,
un des centres hospitaliers de la région, notamment dans le Nord, le centre hospitalier d'Armentières a été donc impacté et ça a eu un impact aussi sur ses activités. Deuxième point important pour répondre aux risques, il faut que ce soit notamment en cohérence avec les politiques publiques, notamment ici sur le Ségur du numérique. Vous connaissez donc les critères, ce qu'on appelle hôpital numérique, qui s'appelle désormais Open, ou Sun établissement. Autre point aussi, c'est la feuille de route numérique qu'il faut prendre en compte, notamment 2023-2024, en cohérence avec le plan régional de santé, mais aussi avec le programme CARE ou les interfaces avec l'ensemble des logiciels. Enfin, troisième point important, répondre aux risques numériques, c'est quoi? C'est intégrer donc le numérique dans la qualité des pratiques, c'est-à-dire au quotidien. Et la HAS donc a souhaité intégrer ces 2 nouveaux critères, voire même un petit peu plus au niveau dans le manuel, au niveau de ces risques numériques. Bref, répondre aux risques numériques pour la HAS, c'est un levier pour développer donc les usages du numérique, du quotidien, voire de l'exceptionnel. Vous verrez, Philippe et Michel en parleront notamment sur tout ce qui est audit, type d'audit que peut faire la HAS, mais aussi que vous pouvez faire en interne, qui est essentiellement pour le moment centré sur les professionnels. Ce n'est pas un audit technique. Philippe Patoir en parlera longuement là-dessus. Ce n'est pas un audit technique sur ce que vous avez mis en place au niveau serveur ou autre, mais on est bien sur au quotidien la pratique des professionnels. L'objectif aussi de l'évaluation de ces critères pour la HAS, c'est bien d'évaluer donc les pratiques des professionnels et certains points clés aussi sur l'information du patient. Notamment, ce qui revient pour nos établissements, c'est de gérer ces risques numériques. Point important, les identifier. Le deuxième point, de les formaliser à travers des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité. Alors, c'est assez connu aussi sur le mode de procédure dégradée. Donc, c'est d'établir ces procédures en mode de dégradé. Et puis, essentiellement aussi, sensibiliser l'ensemble des professionnels sur les risques numériques, soit à travers des formations d'acculturation, où on parle aussi d'hygiène informatique, du toilettage ou autre, notamment sur les serveurs ou dans les données. Et puis derrière, d'avoir un plan d'action de suivi, notamment au niveau des formations. Important à retenir, ce qui est en lien, c'est vous pouvez à tout moment vous faire aider d'experts. Et ces experts, ce qu'on appelle des ressources, des centres ressources. On a dans les Hauts-de-France donc la partie INS avec Mon Espace Santé, mais aussi vous pouvez vous appuyer sur Santé Numérique qui fait le lien avec l'INS, MS Santé ou Prends Santé Connect, France Connect. Donc voilà, qui font aussi la promotion des bons usages. Il y a pas mal de petites fiches sur leur site, ce qui vous permet aussi d'acculturer et d'accompagner les professionnels. Tout de suite, deux critères, vous verrez, Philippe Patoir va les détailler. Le critère 3.6-02 et vous aurez la suite après sur l'autre critère. Critère, c'est le chapitre 3, donc c'est l'établissement. C'est l'établissement qui doit porter, en termes de gouvernance, qui doit porter et agir sur donc, les risques de sécurité numérique sont maîtrisés. Alors, je ne suis pas là pour vous relire l'ensemble des critères, mais vous comme moi, vous savez que donc, au niveau des critères dans le manuel, vous avez l'objectif à atteindre ici, qui sont maîtriser au plus juste le risque numérique. Pour le moment, aux yeux de la HAS, ça reste un critère standard. Ce n'est pas un critère impératif, ça reste un critère standard. Le système d'évaluation que vous avez à gauche se situe essentiellement sur l'établissement en termes de gouvernance et de portage de la gouvernance. Et puis les professionnels sur la mise en œuvre et la maîtrise du risque sécurité. À chaque fois que vous avez un critère, je vous adjoins dans un premier temps de lire les fiches pédagogiques. Vous verrez à la suite de la présentation, vous aurez accès en lien aux fiches de la Haute Autorité de Santé, FORAP et du réseau Santé Qualité Risque qui seront disponibles sur demande. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous vous les enverrons. À chaque fois que vous avez un critère de l'HAS, on ne peut que vous conseiller donc de prendre connaissance du référentiel et notamment de la réglementation, nomination d'un DPO, d'un RSSI, etc. Je ne rentre pas dans les détails. En termes d'audit, vous pouvez faire votre audit via les grilles Calista qui sont disponibles. Et puis sur les autres références, ne pas oublier de faire le lien, notamment avec les critères sur l'identitovigilance, les IFAC, Open, le CAQES
Recueillir en fait vos indicateurs sur le risque numérique permet aussi de remplir d'autres indicateurs, nous le verrons. Essentiellement, ce critère-là, le 3.6-02, l'HAS nous demande de renforcer la cybersécurité et notamment de rédiger ses plans de continuité d'activité, ses procédures dégradées et ses plans de reprise d'activité, et puis mettre en place un système de formation et d'acculturation au niveau des professionnels. Voilà les 3 points clés à ne pas rater au niveau de l'HAS en termes de documents preuves, de résultats à mettre en place. Autre critère, le critère toujours 3.6-06, donc à destination des établissements. C'est un nouveau critère dans le manuel 2024. Nouveau critère, pareil, avec l'objectif à atteindre. Pour le moment, c'est un critère standard. En termes d'évaluation, pareil, la grille, c'est un audit système, audit de processus qui est disponible sur Calista. Pareil, pour ce critère, les fiches pédagogiques, les fiches HCS, FORAP ou RSQ sont disponibles sur le demande. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous les enverrons. Comme toujours, pour chaque référentiel, prenez connaissance du référentiel légal qui est inscrit sur chaque critère et derrière, faire le lien avec le plan numérique et notamment là, pour ce critère-là, l'identification des utilisateurs et des patients dans le système d'information. Il faudra essentiellement faire le lien avec le plan blanc et le plan Orsan. Pour ce nouveau critère que Philippe après détaillera et auquel il répondra à toutes vos questions, les 3 points clés sont notamment pour ce critère, c'est renforcer notamment les droits d'accès et notamment définir vos règles d'habilitation sur l'ensemble de vos logiciels et des interfaces, gérer vos nouveaux arrivants et aussi vos départs en termes de droits, et puis un lien étroit à faire entre l'identité-vigilance, l'identité du patient tout au long de sa prise en charge, mais aussi les identifiants des professionnels à prendre en compte. Donc 2 critères, 3.6-02 et 3.6-06, nouveaux critères sur lesquels Philippe Patoire détaillera par la suite avec sa vision d'expert visiteur numérique. Attention, lorsque vous faites un audit de processus sur le risque numérique, il y a 5 autres critères cousins ou apparentés ou fils à prendre en compte, ce qu'on appelle les critères associés. Ce sont d'autres critères qu'il faudra bien garder en tête, notamment l'un des premiers critères qui est le critère 1.1-18 sur l'information du patient. Donc, dès que c'est sur le chapitre 1, donc axé sur le patient. Et notamment ce critère-là, ne pas oublier que le patient doit être informé notamment sur son DMP, dossier médical partagé. Il doit être informé en amont de son hospitalisation, qu'on retrouve une mention dans le livret d'accueil. Pareil, identification régulière du patient tout au long de sa prise en charge et qu'il peut s'opposer, une opposition possible, justement à ces données numériques et à tout moment, il peut en émettre l'opposition. Autre critère cousin à prendre en compte dans votre audit de processus en termes d'analyse, ce sont sur le chapitre 2 à destination donc, des professionnels. Et là, on est essentiellement sur la promotion des bons usages. Le premier critère, le 2.2-05, c'est l'usage du système d'information pour l'accès au dossier du patient. Le premier, c'est le renforcement de l'accès au système d'information par les professionnels. 4 points clés à retenir, c'est sur le dossier unique et interfacé, la traçabilité et le redatage au niveau de ce dossier, l'ergonomie et l'interfaçage au niveau des logiciels, et puis la formation des professionnels et notamment reformer ou former les professionnels lorsque vous changez de version de logiciel. Et l'autre critère à prendre en compte pour vos risques numériques, c'est le critère 2.3-01, le respect des bonnes pratiques d'identification du patient, ou ce qu'on appelait aussi l'identification du patient tout au long de sa prise en charge, notamment bien tenir compte du renforcement de l'identité du patient, au minimum les 5 très stricts, un parcours avec un bracelet si le patient est vulnérable ou à risque, la maintenabilité de votre CEIV, cellule d'identité-vigilance, qui va vous permettre d'avoir vos indicateurs suivis, soit en termes, il met aussi les procédures, soit en termes de traitement des doublons, fusions, et tout ce qui est indicateur, notamment des IFAC et autres CAQES. Enfin, dernier critère sur la promotion des usages, plutôt à destination de l'établissement et de la gouvernance.
Le premier, c'est la sécurisation des usages des communications informatiques. On retrouvera notamment la sécurisation des transmissions. Messagerie sécurisée de santé, c'est MS Santé, hein, les médecins et notamment tout ce qui est messagerie API Crypt. Vous devez aussi posséder une cartographie des usages non sécurisés d'échange de données. Et puis un plan de maîtrise de ces risques ou un plan d'action notamment sur ce qui pourrait être à risque en termes de transmission de données médicales ou d'informations médicales. Et enfin, on retrouvera le critère sur l'accès du patient au dossier, le critère 3.2-09, qui est le renforcement de l'information du patient sur ses données numériques. Et donc là, on a bien l'accès du patient à son profil Mon Espace Santé, avec la possibilité aussi pour le patient de s'opposer. Et puis, l'alimentation et la consultation sont DMP. Donc voilà, le risque, la maîtrise du processus sur le risque numérique n'est pas uniquement sur les 3 critères, le 3.6-02 ou 06, mais il doit travailler avec d'autres critères apparentés pour être conforme aux objectifs de l'HAS. Pour ces fiches pédagogiques, vous retrouverez l'ensemble des éléments. Vous voyez, ma petite souris passe, hein, vous verrez, là, c'est directement téléchargeable. Hein. Vous pouvez donc télécharger les fiches pédagogiques qui intègrent les nouveautés du référentiel 2024 sur les risques numériques. Et puis, les 2 nouvelles fiches pédagogiques qui ont été faites, notamment aussi dans le cadre ou de la FORAP et ou de la HAS. Donc, elles sont directement téléchargeables et utilisables directement avec vos collègues, avec les professionnels de terrain. Les fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé, on vous a fait des captures d'écran. Hein, la première qui porte sur l'accès aux données de santé, et notamment du dossier patient et de Mon Espace Santé. Et puis une deuxième fiche pratico-pratique sur la gestion des risques numériques dans les pratiques de soins, notamment les interfaces, le versionning, ou sur le dossier unique au sein de nos structures. Enfin, le RSQ, on a développé une fiche mémo sur les points clés à retenir sur le risque numérique qui balaye l'ensemble des 7 critères que je vous ai présentés, qui sert un peu de checklist et qui vous permet de vous préparer avant la visite de certification. Je laisse maintenant la parole directement à Michel Tumrel et mais surtout à Philippe Patoire au niveau donc expertise informatique numérique. Michel, c'est à toi. Philippe, pardon, c'est à toi, pardon. Voilà, vous nous entendez toujours bien, pas de problème? Très bien. Oui, très bien. Donc l'idée avec Philippe, c'est de vous faire un retour d'expérience, hein, de comment se passe la journée, puisque c'est une seule journée d'expert visiteur numérique dans une visite de certification, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'établissement. Hein. C'est une journée hein, avec 3 rencontres sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de faire un retour d'expérience et surtout de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le plan technique, logistique, et de comment on peut préparer les meilleures réponses possibles. Hein. Voilà, donc je vous propose de démarrer par une petite topo que M. Patoire a préparé pour vous, et puis après, on est vraiment à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez. Je te passe la main, Philippe. Oui, très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de débuter déjà sur une première partie, sur la partie déroulée de effectivement cette grosse journée d'experts visiteurs. Nous, on intervient effectivement le jour 2. Alors, pour des questions pratiques, on arrive effectivement sur le premier jour de visite. Hein, donc, on se rencontre, la première rencontre a lieu du coup sur l'établissement hein, à 18h. Donc c'est tout de suite pour mettre à profit, je dirais, cette première journée de visite. Hein. Donc en échangeant avec les autres experts visiteurs qui ont déjà eu l'occasion de rencontrer les équipes. Hein. Et ils vous remontent déjà certains indices ou certaines choses. Donc c'est important d'être à l'écoute aussi des experts visiteurs, même s'ils n'interviennent pas sur la partie numérique. Donc ce premier jour aussi, donc on valide le calendrier de visite, hein, savoir quel moment. Alors c'est calé longtemps à l'avance, hein, mais concrètement le lendemain matin on rencontre la gouvernance et l'équipe du système d'information, et sur l'après-midi on rencontre les professionnels. La première journée aussi, c'est la prise en main de l'environnement de travail. Donc généralement on nous met des postes à disposition. On nous met de la documentation à disposition, donc il faut rapidement aller consulter parce que sur la journée 2, c'est quand même assez soutenu.
Il faut savoir que nous, en tant qu'experts visiteurs, sur la plateforme Calista, il y a un certain nombre de documents qui sont déjà déposés sur Calista, donc on a déjà accès à certains documents. Sur les documents numériques, il y a des documents qui sont un peu plus sensibles, donc effectivement, il y en a qui sont disponibles qu'au niveau de l'établissement. Donc ça, c'est le premier jour. Donc le premier jour, on passe déjà presque 2 heures, 2 heures et demie à travailler dans l'établissement, à rassembler les informations pour être tout de suite opérationnel sur le jour 2. Le jour 2, du coup, on rencontre la gouvernance. Je vous montrerai du coup les différents items des 7 critères qui sont présentés sur les slides suivantes. Mais ce qui est important avant tout, c'est que l'expert visiteur, il prépare ses grilles. C'est-à-dire qu'il a déjà pris connaissance de l'ensemble de la documentation, il y a déjà les questions qu'il doit poser, les phrases d'amorce, etc. Il faut bien sûr maîtriser notre partie, hein, qui est le numérique, mais surtout dans le contexte de l'établissement. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie de l'établissement en termes de taille, si on intervient dans un groupe ou si on intervient dans un établissement autonome, enfin, ça a son impact. Hein. Et on reste tout le long de la journée, hein, puisqu'il y a des coupures dans la journée où on va nous mettre en synthèse et remplir les grilles, toujours être à l'écoute des autres experts visiteurs, en fait. Et donc en fin de parcours, hein, donc, on va dire vers 16h, en fait, sur le jour 2, 16h, 17h, en fait, l'expert visiteur numérique va donc produire une synthèse à destination du coordinateur, puisque en fait, l'expert visiteur numérique ne sera pas là pour la restitution du jour 3. Donc c'est important que le coordonnateur ait tous les éléments en main pour pouvoir faire des retours sur cette journée d'évaluation. Voilà, je vous propose de passer à la slide suivante. Donc là, vous allez découvrir donc du coup sur 3 slides différentes. En fait, c'est un extrait de mes documents de préparation. En fait, vous retrouvez les différents critères, hein, que je vous propose de détailler du coup. Alors, les items faisant partie des critères, hein, donc sur le critère 1.3.1.7, existence d'une messagerie de santé sécurisée. Donc là, c'est à adresser à la gouvernance. Hein, donc on va aller chercher peut-être des statistiques sur la messagerie de santé sécurisée, hein, sachant que ces statistiques sont disponibles. C'est-à-dire que nous, on a nous-mêmes accès aux statistiques, hein, puisqu'il y a des statistiques nationales qui sont renvoyées aux établissements. Sur la cartographie des flux non sécurisés, alors là, c'est un peu délicat. En fait, il faut que l'établissement ait évalué le fait que les professionnels utilisent des outils qui ne sont pas sécurisés pour envoyer de l'information médicale, par exemple. Si on utilise du WhatsApp ou un mail classique, etc. Donc il faut, si l'établissement en a connaissance, il faut qu'il y ait simplement une liste de ces flux et un plan d'action associé. Ça va être refaire de la sensibilisation essentiellement. Donc voilà, c'est important d'avoir. C'est tout bête, hein, mais c'est une simple liste des flux qui sont connus. Alors après, c'est comme un iceberg, on voit que le dessus de l'iceberg, hein, on voit ce qui n'est pas connu n'est pas connu. C'est tout, on n'ira pas chercher la petite bête non plus. Quelque chose aussi qui est important, il y a eu des informations un peu, différentes ces dernières semaines. On va s'assurer du taux d'alimentation de DMP. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est un indicateur qui doit être suivi dans l'établissement et cette alimentation de DMP est directement liée au fait que l'établissement qualifie les identités. Donc à un moment donné, donc là il y a eu pas un retour arrière, mais des précisions d'apporter. Il y a eu un moment où on devait aller interroger le bureau des entrées pour savoir comment ils qualifiaient les identités, justement pour aller rechercher cette INS, etc. Donc même si ça ne se traduit pas directement, la question reste quand même posée d'avoir un taux d'alimentation DMP cohérent par rapport à son taux d'identité qualifiée. Donc sur la partie information, modalité patient, espace santé, donc on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on soit sûr que l'ensemble des supports et que le patient ait bien été informé sur l'espace santé, sur le fait qu'on alimente son DMP juste en dessous aussi sur le 329,
5, il faut absolument qu'il y ait de l'information qui soit. Donc, c'est sur les sites internet, c'est sur le dossier, comment dire, le livret du patient. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là qui. Voilà. Donc, ça, c'est plus concernant la gouvernance. Donc, après, on attaque un peu la partie plutôt technique. Alors, cette partie-là, moi, quand je suis intervenu lors de la visite, je ne l'ai pas trop abordé de manière technique. J'ai essayé d'avoir des explications à comment était organisé le système d'information. Ça permet un peu aussi de démystifier un peu cette partie qui reste technique, l'informatique, hein. Et on essaye d'aller chercher les informations au fur et à mesure des échanges. Et ça nous permet aussi de remettre les informations dans leur contexte. D'aller rechercher les bonnes pratiques, etc. Donc là, PCA, PRA, pas de surprise, hein, de toute façon, c'était déjà dans les prérequis des programmes nationaux. Les actions critiques suite à audit, voilà, on est pile aussi dans le programme national CARE domaine D1, hein, puisque, pour rappel, hein, il y a des audits d'intrusion qui doivent être faits tous les ans et toutes les corrections critiques doivent être traitées. Pour le reste, ça doit être mis dans un plan d'action sur 6, 12 et 18 mois. Sur la partie sensibilisation, on va s'assurer que l'établissement ait mis en place un programme de sensibilisation des professionnels à la partie cybersécurité, essentiellement, qui recueille quand même un taux de participation, enfin voilà, que ça ne soit pas simplement du déclaratif. Sur la partie suivante, donc c'est vraiment, on va s'attacher auprès de l'établissement à savoir s'il y a eu un plan de formation institutionnelle sur la partie mode dégradé du dossier patient, mode dégradé de manière générale, hein, de toute façon, et sur la partie cyber. Alors j'attire votre attention sur la partie mode dégradé du dossier patient. Souvent, l'établissement va identifier des formations au dossier patient. On va s'attacher qu'il y a une thématique dans le programme qui concerne bien le mode dégradé. Donc, c'est peut-être des toutes petites choses dans la formation de l'ensemble d'un dossier patient, mais c'est assez important. C'est quoi donc? Sur la partie formation référence Sécu SI, là, on va s'assurer qu'il y a un certain nombre de professionnels qui ont été de référents, en fait, dispatchés dans les services, dans les unités, en fonction de la taille de l'établissement. Qui soient formés un peu ou très fortement sensibilisés à la partie sécurité du système d'information. Tout ça pour être en proximité vis-à-vis des différents professionnels. Sur le dernier item ici, on va essayer de se renseigner à savoir si l'établissement a déjà subi une cyberattaque. Et s'il a bien les procédures politiques, etc., les contacts, etc., nécessaires dans le cas où ça se présenterait. Slide suivante. Donc là, on est toujours sur la gouvernance. Donc là, sur la partie habilitation SI Santé. Donc là, je vais faire une petite parenthèse. Sur Saint-Amand, au mois de décembre, on a la CNIL qui est venue nous rendre visite. Et qui nous a largement interrogé sur la partie habilitation SI Santé. Donc l'habilitation SI Santé, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que vous avez bien une politique de gestion des accès au SI et en particulier au DPI, que vous ayez bien une matrice de droit, que vous ayez bien des procédures de création de compte et de procédures d'audit des comptes, ou des accès. Donc ça, c'est essentiel pour s'assurer que tout se passe bien. Le deuxième item, la gestion des arrivées et des départs ici, c'est s'assurer que quand il y a un collaborateur qui arrive, généralement, quand il ne dispose pas de ses accès, on est toujours informé. Par contre, quand il y a des départs, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc, c'est s'assurer qu'au niveau de l'établissement, il y a bien des procédures en place et qu'elles soient suivies. Sur la partie accès distant, donc là, il y a deux types d'accès distants, hein. Il y a les accès distants type télématence pour les prestataires et les accès distants type télétravail ou un professionnel qui serait dans un autre établissement et qui souhaiterait accéder au système d'information de l'autre établissement.
Donc là, on va s'assurer que ça respecte bien les bonnes pratiques. Donc pour rappel, du coup, plutôt d'ordre télémaintenance, etc., c'est VPN plus Bastion. Donc VPN, c'est en fait créer un tuyau sécurisé, encrypté, et un Bastion, c'est ce qui va permettre au prestataire d'être encadré en termes dans sa connexion, de n'avoir accès qu'à ce qu'il a accès et de tracer tout ce qu'il fait en fait. Et sur la partie double facteur, donc là j'insiste fortement sur la partie dossier patient. Si le dossier patient est accessible de l'extérieur de l'établissement, il faut impérativement qu'il y ait une authentification double facteur. Donc double facteur, ça va être je mets mon identifiant, mon mot de passe, je reçois un code par mail ou par SMS, ou voilà, il y a différents types de double authentification. Donc ça, c'était pour la partie grille gouvernance et système d'information. Je vous propose de passer à la slide suivante. Donc ça, c'est sur une petite partie de la matinée. Hein. Et l'après-midi, on va à la rencontre des professionnels. Donc on va à la rencontre de 2 équipes de professionnels, généralement. Hein. Et on va essayer de reboucler avec eux. Alors il y a beaucoup moins de critères. Et on va reboucler avec eux sur ce que la gouvernance nous a informé. Donc on va déjà s'assurer au niveau des professionnels, à savoir s'ils savent comment aller sur le DMP. Alors DMP et dossier pharmaceutique. Hein. Voilà. Si ils utilisent la messagerie de santé sécurisée, aussi bien pour collecter des informations que pour les transmettre. S'ils connaissent bien les procédures en cas de cyberattaque. D'accord. Donc là, par exemple, l'établissement que j'ai eu l'occasion d'aller, où j'ai été en visite, en fait, il y avait des autocollants sur chaque ordinateur. C'est des petites choses toutes bêtes, mais tout le monde le connaît par cœur, en fait. On va s'assurer auprès des professionnels qui connaissent bien les procédures de PCA, PRA. Donc, sous-entendu, qui savent comment aller sur le mode dégradé ou des choses comme ça, comment ça se déclenche, comment ça s'arrête, enfin voilà. On va s'assurer aussi qu'il n'y a aucun élément sensible, document de santé, alors à la fois sur leur bureau, enfin sur leur écran, ou dans leur environnement proche. Alors après, il peut y avoir des documents de travail sur lesquels on travaille, mais on va s'assurer du cycle de vie des documents. Donc là, ça fait un peu liaison à la partie RGPD, hein, en fait, sur cette partie-là. Et le dernier sujet sur lequel on va les interroger, c'est sur le fait qu'ils s'identifient de manière personnelle sur le système d'information et en particulier sur le dossier patient. Donc voilà, page suivante. Donc là, j'en ai fini avec les items. Un rappel un peu. Donc, alors effectivement, la première visite que j'ai pu réaliser, c'était un peu particulier puisque c'était un établissement de la PHP. Donc petit établissement peut-être de par la taille, mais disposant quand même de ressources non négligeables derrière, quoi. Donc on ressentait quand même la puissance du groupe qui était derrière. Donc le fait de se regrouper, de travailler ensemble entre établissements, hein, même si je dirais c'est pas forcément des groupes, ça va vraiment dans le bon sens pour chacun des établissements. Donc bien reposer le système d'information dans l'établissement. Alors en fait, il faut pas perdre de vue, effectivement, il y a cette synthèse à réaliser en fin de parcours. Donc en fait, la synthèse, c'est pas un ensemble de points où c'est oui, c'est non, où c'est des éléments techniques. Il faut mettre un peu de contenu dedans et pouvoir justifier les choix qui sont faits en termes d'évaluation. Donc c'est aussi s'enrichir de ce que l'établissement a fait. Parfois, ils nous donnent des indications, etc., sur des choses qu'ils ont réalisées, etc., ou ce qu'ils vont faire, en fait. Ça permet aussi d'édulcorer la synthèse. Toujours rester sur la partie fonctionnelle, puisqu'en fait, la restitution a lieu le lendemain. Alors, effectivement, il peut y avoir la DSI qui reste, mais ça, on s'adresse essentiellement à des personnes qui sont sur la partie métier ou fonctionnelle. Et pas hésiter à re-questionner, reformuler et faire valider. Nous, on s'attache énormément à ça, à bien s'assurer que quand il y a un critère, alors que ça soit oui, mais encore plus vrai quand c'est non,
que l'établissement ait bien compris pourquoi on mettait non. Donc au niveau des professionnels, du coup, on n'intervient pas du tout, enfin on interroge des médecins, des infirmiers, des rééducateurs, donc on reste sur la partie fonctionnelle, hein, pas la partie technique. On va essayer d'aller leur demander de nous faire une démonstration de comment ils procéderaient en cas de cyberattaque ou comment ils passeraient en mode dégradé ou des choses comme ça. Comment ils utiliseraient la messagerie de santé, ça peut être toutes des questions, etc. Donc, et du coup, on se base sur ce que la gouvernance a pu dire le matin même pour voir si ça boucle avec les professionnels, si ça colle. Sinon, après, on va essayer de creuser pour savoir pourquoi ça colle pas et s'il n'y a pas quelque chose une communication qui se fait pas bien, etc. Voilà, et on continue effectivement à collecter les informations pour la synthèse. Donc moi, c'était ma première visite. J'ai trouvé ça très enrichissant d'un point de vue échange humain, puisqu'on rencontre des personnes bon, à part M. Tumrel, que je connais depuis longue date, mais voilà, on rencontre d'autres experts visiteurs qui nous donnent une autre approche du système d'information et puis des experts visiteurs hein, de cet environnement. Donc voilà, je vous propose de passer à la slide suivante, du coup. Donc en fait, pour aller plus loin, effectivement, moi j'ai pu rencontrer quand même des difficultés à avoir certains documents, les formalisations on a l'habitude dans nos établissements d'avoir un certain formalisme, je pense surtout au schéma, etc. Et on fait parfois face, je dirais, à des documents qui sont un peu déstabilisants. Pour ne prendre qu'un exemple, là sur la PHP, la cartographie c'était une liste d'applications. Mais il y avait plusieurs dizaines de pages, quoi. Donc en termes de lecture, c'est pas forcément évident. Après, il faut reboucler pour savoir quelle application et dans quel établissement, dans quel contexte elle est utilisée. Parfois, les outils, c'est des noms, on les connaît pas trop. Donc c'est important pour l'expert visiteur de se documenter avant la visite, puisque ces listes, on les a avant la visite. Hein. Du coup, ça permet de poser des questions quand on est sur le terrain. Donc effectivement, il y a certains documents qu'on a parfois du mal à obtenir. À ce moment-là, on pousse un peu le questionnement, même s'il n'est pas directement lié à l'item auquel on doit répondre. On sent par le retour des réponses qu'on a de la DSI ou des équipes SI, on sent que c'est maîtrisé, quoi. Donc il y a des choses, voilà, on rentre pas dans le détail des procédures ou des choses comme ça. Donc aussi quelque chose d'assez... moi j'ai pu m'en rendre compte lors des formations d'experts visiteurs numériques, c'est qu'en tant qu'expert visiteur numérique, on n'a pas tous le même niveau. Alors, soit au niveau fonctionnel, soit au niveau technique. Donc il faut aussi accepter que parfois en face, on va avoir quelqu'un qui, sur un sujet ou un autre, va être comment dire, plus compétent que nous sur le sujet. Et du coup, il faut rester à son écoute et essayer de comprendre pourquoi tel élément est apporté. Et je pense que là, je vais poursuivre du coup mes visites, hein, puisque j'en ai que 3 autres de prévues cette année, là, pour l'instant. Et il faut continuer à recueillir des retours d'expérience d'experts visiteurs numériques et continuer à s'évaluer, quoi, en fait. Hein. Du coup, voilà. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante, mais je pense qu'on arrive aux questions-réponses. Donc, je suis à votre écoute. Un grand merci, Philippe. C'était très clair. Alors, on a des questions qui sont, je les prends hein, comme elles arrivent. Hein. Il y a des questions qui sont plus ou moins techniques. Hein, voilà. Première question, double authentification. Est-ce qu'il s'agit de vérifier uniquement l'authentification en double facteur d'un patient lorsqu'il veut accéder à son dossier à distance? Alors, non, quand on parle de double authentification, c'est bien la double authentification d'un professionnel. Donc c'est, vous avez, je pense, pour la plupart d'entre vous, ça sur le site de votre banque, en fait. Quand vous allez vous connecter, vous allez mettre votre adresse mail, votre mot de passe, et il va vous renvoyer un code. La double authentification, c'est ça. C'est 2 facteurs pour s'authentifier. Donc souvent, c'est soit un code qu'on reçoit par mail, soit un SMS. Mais c'est bien une authentification des professionnels. D'accord. Et alors, là, du coup, si je vais dans la même continuité, notre logiciel métier ne le permet pas, cette double authentification. Et donc, ils n'ont pas l'éditeur ne permet pas de le faire.
Est-ce que là, les experts visiteurs prennent en compte quand même ce point de faille de l'éditeur? Alors, du coup, là, je vais préciser, hein, la double authentification, elle est requise quand on accède au dossier patient à partir de l'extérieur de l'établissement. Quand on est à l'intérieur, effectivement, alors c'est l'établissement quand il met une application à disposition à partir de l'extérieur, souvent il y a d'autres outils qui viennent se poser avant le dossier patient, et c'est sur ces outils-là qu'il faut poser la double authentification. D'accord. Il y a encore une autre question, documents sensibles. Donc pour les documents sensibles, hein, exemple des résultats d'audit de cyberattaque, de niveau de sécurité. Comment les mettre à disposition de l'expert visiteur numérique d'un point de vue sécurité? Alors, en tant qu'expert visiteur numérique, de toute façon, on est soumis au secret sur un certain nombre de choses. Donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les audits soient communiqués. Après, concrètement, ça peut être une synthèse. Je veux dire, l'idée, enfin, pour nous, experts visiteurs, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails des failles de sécurité qui sont présentes. Nous, on va s'intéresser au fait qu'il y a eu au cours de l'audit, il y a eu des choses de relever et qu'il y a bien un plan d'action en face. On n'est pas là pour évaluer, là, ce risque-là, il est très important. Donc, voilà, les risques sont identifiés, ils sont catégorisés et ils sont gérés, en fait. On ne s'attache pas concrètement. Bien sûr, on va poser des questions si je reviens, par exemple, sur. Alors, ça n'a peut-être rien à voir sur la partie audit sécurité, mais sur la taille des mots de passe. On va bien sûr demander à l'établissement qu'est-ce que vous avez comme politique de mot de passe, même si ce n'est pas un critère. Mais ça nous permet aussi d'évaluer la maturité de l'établissement et le fait qu'il gère correctement la sécurité. C'est ça, s'il a un plan de maîtrise de ses risques, en fait. S'il a analysé ses risques. D'accord. Alors là, on a une question qui est très précise. Hein, c'est sur le critère. Alors, je sais que Philippe, tu les connais par cœur. Hein, critère 2.2-05. J'évalue le critère 0,6. Donc, tu vois à peu près lequel? Bien sûr. Non, alors ça concerne le critère 2.2 qui concerne notamment la consultation du DMP, donc dossier médical partagé, la consultation du dossier pharmaceutique. Donc c'est sur ce critère-là, hein, qui est côté professionnel. Donc parle-t-on de la possibilité pour les professionnels médicaux d'accéder au DMP du patient via le DPI? Alors, via le DPI ou un autre moyen, concrètement, ce qui est demandé, c'est est-ce que le professionnel sait accéder au DMP? D'accord. Alors, dans le cas de cet établissement, il met c'est difficile à mettre en œuvre car les professionnels n'ont pas de lecteur de carte CPS partout et pas pratique pour les médecins et la carte ICPS de mise en œuvre par rapport aux éditeurs. Hein. Tous les éditeurs, forcément, ne sont pas encore ajustés ou n'ont pas modifié. Donc, voilà. Alors est-ce que vous, en tant qu'expert visiteur numérique, je vais le dire différemment, vous prenez en compte que des fois, les éditeurs n'ont pas forcément, ne sont pas encore à jour complètement sur les critères? Alors, il faut quand même rappeler que les critères numériques, il n'y a aucun critère fort nécessitant. Enfin, ça reste la partie numérique qui arrive maintenant dans l'audit qui est fait au niveau des établissements, hein, la certification, ça reste très minime. Donc là, en fait, si l'établissement ne dispose pas d'accès au DMP, nous, on va mettre non, quoi, en fait. Hein. D'accord. Après, on modérera dans la synthèse le fait que l'établissement est en difficulté, soit du fait de l'éditeur, soit que c'est prévu pour la roadmap, etc. Mais on est très factuel, en fait. Hein. Ok. C'est fait ou c'est pas fait, quoi. Hein, c'est ça. Ok. Alors ensuite, après, concernant, parce que je vois qu'il y a une autre question. Alors attends, si je reste sur l'éditeur, pardon Philippe, ma question du coup, avant qu'on continue sur les autres questions, si on reste côté éditeur, des fois certains éditeurs ils ne sont pas en conformité par rapport à certaines exigences. Est-ce que je demande plutôt à Michel Tumrel qui est coordonnateur hein, côté HAS, est-ce que ce manuel peut être un effet levier vis-à-vis des éditeurs pour demander certaines évolutions ou de mise en conformité? Alors, ça peut toujours l'être.
Enfin, comment le dire, ce que j'en retiens, c'est qu'un éditeur ne réagit à rien, même pas aux demandes de la Haute Autorité de Santé au jour d'aujourd'hui. D'accord. En fait, et de façon très directe, hein, je suis assez direct, vous me connaissez, les éditeurs n'en font qu'à leur tête, sous ton couvert. Ouais. Et même si nous, Cordo, ou même si à plus haut niveau de la OHS, en tant qu'affaire en général, on a fait remonter des éléments vers les éditeurs, ils s'en tapent royalement, quoi. Hein, voilà. Quand ils seront prêts à le mettre, ils mettront. Quand ils ne sont pas prêts à le mettre, ils ne mettent pas. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas compter que l'HS puisse inverser le courant d'idées ou la volonté des éditeurs à aider les établissements à répondre aux questions. Non, les éditeurs en font clairement qu'à leur tête. D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, ce que disait Philippe, et je reviens sur cet élément-là parce que pour simplifier les choses, hein, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, comment s'intègre en fait le contexte numérique dans un rapport de certification? Tout compte fait, c'est assez minime. Oui. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on parle de l'EVN, des experts visiteurs, etc. On est loin du patient traceur, par exemple. Il y a des médecins centrés patient traceurs qui impactent tous les chapitres sur près de 40% du visite de certification, mais là, on est en train d'impacter un tout petit peu le chapitre 1 à minima et un petit peu le chapitre 3. Et pour revenir à la question de sécurité tout à l'heure, tout ce qui concerne la synthèse écrite sur le numérique disparaît effectivement de la lecture au public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est transmis via Calista à l'établissement, la synthèse qu'on écrit sur le numérique, parce que la synthèse sur le numérique, elle est spécifique. Mmh. Elle n'est pas, elle, fondue, comme tout le reste du certification, elle n'est pas fondue dans le chapitre 3. Mmh. Il y a le chapitre 3 qui est rédigé, et à la fin du chapitre 3, on me demande, à nous, Cordo, avec l'aide de levée numérique, d'écrire une mini-synthèse d'une page et demie, pour répondre à la façon dont on a vu le système. Mais cette mini-synthèse disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'elle a été communiquée à l'établissement et qu'elle a été enregistrée au niveau de la Haute Autorité de Santé, comme on sait que le rapport de certification est rendu public, il disparaît du rapport de certification. Donc il n'y a pas de risque, il y a une protection absolue quand même des données que les experts visiteurs ou les coordonnateurs auraient pu avoir sur l'établissement. Et encore une fois, il n'y a pas de critères impératifs. En tout cas, pas pour l'instant, mais vous savez que la HAS va bien sûr faire évoluer le système. Elle a déjà fait évoluer quelques sujets, notamment sur l'INS, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'impératif, il n'y a aucun impact sur les décisions de commission de certification actuellement. Voilà, on est plus dans de l'audit qui a été demandé par le ministère de la Sécurité du système d'information à la Haute Autorité de Santé qui a accepté la mission. Mais on est un peu dans le cadre d'une mission de la Haute Autorité de Santé pour donner des éléments d'information et faire remonter au niveau du ministère la fragilité ou non de son système d'information hospitalier en général, que dans des éléments qui vont venir impacter le résultat des visites de certification. Je ne sais pas si je m'ai fait comprendre. Si, très bien. C'est quelque part, c'est un peu aider les États, pas que aider les établissements à réfléchir sur leur système d'information et la sécurité de leur système d'information. C'est une des premières étapes en vue d'eux, quelque part. Les socles sont posés, quoi. D'accord. Voilà. OK. Là, il y a une autre question qui rejoint notamment, qui est en lien peut-être avec l'ANSSI, parce que M. Patoir en a parlé, mais pouvez-vous préciser ce qui est attendu des référents systèmes d'information et quel est leur profil? Là, on n'a pas forcément de détails, mais ce qui est attendu, en fait, alors, profil, clairement, ça doit être un profil métier, c'est des gens du terrain, c'est des infirmiers, enfin, voilà, en fait, il faut que ça soit des personnes qui soient un peu plus aptes je dirais, à avoir en main la partie numérique, la partie système d'information. Et c'est des personnes qui, je dirais, au sein de l'établissement, vont peut-être participer à des formations un peu plus soutenues sur la partie, sur le sujet qui nous intéresse, en fait, sur la partie cyber, sur la partie sécurité de manière générale. Alors, sécurité, ça peut être aussi des incidents ou des choses comme ça, c'est les modes dégradés, etc. C'est quelqu'un qui est en relais dans les services en lien avec l'équipe du système d'information et l'établissement, quoi, en fait. Ce relais-là, quoi. En fait, aujourd'hui, les équipes du système d'information, par rapport aux autres professionnels, on est peu nombreux dans les établissements. Et si on n'arrive pas à s'appuyer sur des référents, effectivement, pour passer les discours, c'est toujours un peu plus difficile, quoi.
Donc, il y a toujours cette barrière de communication hein, qu'il y a entre la technique et le terrain. Je le reconnais, hein, surtout au niveau de l'informatique. Hein. On a parfois notre propre langage qui est assez difficile à comprendre. Et le fait d'avoir des soutiens, mais plutôt à connotation métier, c'est bien, quoi. Du coup, on leur explique quelles conséquences ça a de faire ceci ou de faire cela, d'utiliser le compte d'un collègue, de ne pas fermer son écran quand on quitte son poste, des choses comme ça, quoi. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, et sûrement, hein, effectivement, cette question des référents système d'information, double authentification à partir de l'extérieur, je connais un peu les personnes qui ont posé la question, et notamment pour l'hospitalisation à domicile. C'est vrai que ça peut être un sujet aussi sur l'HAD, hein, la connexion depuis l'extérieur, double authentification. Du coup, peut-être que le système de lanceur d'alerte, alors c'est peut-être une bêtise, hein, est peut-être plus approprié au cas d'un problème SI, et tout de suite, plutôt de trouver une solution d'informer du coup le responsable au niveau de la centrale. C'est pas plutôt une option à prendre? Je dis peut-être des bêtises, hein. Alors nous, on n'a pas ce type d'activité-là, mais de toute façon, la réflexion elle est la même. Le professionnel de santé, au même titre que ce serait par exemple imaginons un médecin généraliste qui a consulté chez son patient à domicile et qui se connecte à son système d'information avec son propre ordinateur, chez le patient. Il ne le fait pas, mais je veux dire, il pourrait être amené à le faire. Il faut qu'il amène de la sécurité. Aujourd'hui, on est malheureusement confronté, hein, c'est hyper d'actualité, sur le fait qu'au plus on renforcera les barrières pour accéder au système d'information, au plus on le protégera. C'est pas infaillible, hein, mais après, c'est les bonnes pratiques, c'est les recommandations. Voilà, il faut se mettre en ordre de marche. Hein, je veux dire, après, il y a parfois des solutions très simples. Hein, c'est pas. Autre question, si l'établissement qualifie des identités, mais que les patients n'ouvrent pas leur DMP, est-ce que cela impacte l'indicateur sur le taux d'alimentation du DMP? Alors, depuis maintenant quelques années, contrairement aux politiques qui avaient été menées auparavant, le DMP est systématiquement ouvert, sauf si le patient s'y oppose. D'accord. Donc, par défaut, l'identité est qualifiée, le DMP est ouvert. Alors, il y a quelques exceptions sur des personnes qui sont dans une situation particulière pour lesquelles le DMP ne serait pas ouvert, mais majoritairement, je crois que ça doit faire une bonne année maintenant, tous les DMP sont ouverts et on a vu des taux d'alimentation du coup monter en flèche. Hein. C'est ça. La CPM, du coup, a inversé la tendance. Alors, malgré tout, le patient peut s'opposer, donc c'est toute l'information qui doit être posée au début de sa prise en charge, à l'alimentation de son DMP. C'est ça. Et donc c'est ce que vous parliez, hein, Philippe, c'est on doit le retrouver cette mention dans le livret d'accueil, à l'accueil du patient, etc., etc. Hein. Ça fait partie du droit et de l'information du patient. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Autre question, s'agissant de la cartographie applicative, parlons-nous d'une liste d'applications ou d'une représentation graphique des flux? Alors là, on mélange deux choses. Du coup, alors la liste d'applications, effectivement, si elle apparaît sous la forme d'un schéma, c'est plus facile à lire. Maintenant, sur l'exemple que moi j'ai vécu, effectivement, c'était une longue liste, donc c'est un peu plus compliqué à appréhender. Après, les flux, effectivement, si on a les flux, on n'attend pas après les flux, on attend après les applications. C'est un plus hein, d'avoir les flux, ça permet de savoir quelle information circule à quel endroit. Quand on a un système d'information un peu complexe ou un peu modulaire, ça peut permettre de savoir où il y a de l'information sensible qui est transférée à droite ou à gauche, et du coup d'orienter notre questionnement en fait. Encore une question, alors très concrète, hein, pratico-pratique, on a là des questions concrètes. Concernant la consultation du DMP par les professionnels via le DPI et le lecteur de carte CPS, quelles sont les exigences en termes de demande d'autorisation d'accès au patient de son DMP? Consentement, écrit, traçabilité, 3 petits points. Alors, tout ça, nous, c'est pas retracé dans notre audit, hein, donc je n'aurai pas vraiment le détail de la réponse là-dessus. Dès l'instant où le patient autorise le professionnel ne s'oppose pas, n'a pas émis son avis de s'opposer
à la consultation de son DMP, etc., le professionnel peut y aller. Hein. Ouais, très clairement, ce sujet, il est simple à traiter, il faut le prendre par défaut. C'est-à-dire que où il s'oppose, où tout est autorisé au niveau du DMP. C'est ça. Et tout est automatisé à partir du moment, effectivement, où on crée l'INS. Et il y a, pour mémoire, sur les 7 ou 8 visites où j'ai fait du numérique, aucun patient que j'ai vu s'opposer à la consultation sur DMP. Puisque même la plupart du temps, ils ne sont même pas informés de ce qu'on peut vraiment trouver. Je pense pas qu'ils savent ce qu'il y a vraiment derrière. Alors après, je pense que c'est aux professionnels de santé aussi à être, à expliquer aux patients ce qu'il y a derrière le DMP. Hein. Enfin, voilà. Ça s'adresse essentiellement aux professionnels. Hein. Et seule l'opposition doit être tracée, puisque l'accord n'a pas à être tracé maintenant. Mm-hmm. Si elle est tracée, il suffit de porter l'information au dossier patient au dossier patient, c'est tout. Hein. D'accord. Une coche suffit en disant patient informé, nanana, voilà. C'est ça? Voilà. Okay. Patient informé, la coche suffit. Ok. Comme le consentement pour la transfusion, etc. Patient informé, oui. Transfusion. D'accord. Ok. Qualification des identités via le serveur INS. Hein. Comment doit-on appréhender les erreurs retournées par le serveur national? Identité non conforme à la carte d'identité, identité non connue sur le serveur INS ou très strict, hein, très retourné faux. Ça, il faut tourner la question à ceux qui gèrent la partie INS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nom d'identité qualifié. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a un taux de transformation derrière sur la partie DMP, messagerie de santé citoyenne. Hein, okay. En fait. Alors, j'ouvre et je ferme la parenthèse, du coup, très rapidement, pour Laurent B, qui nous a écrit, il peut très bien me renvoyer le message, on fera le lien avec le GRAD, avec Santé Numérique, qui sont beaucoup plus spécialisés sur l'INS, ils vous feront une réponse appropriée sur ce sujet qui est pragmatique, mais en même temps technique. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, monsieur Laurent B. Voilà. Autre question, ça continue. Hein, donc, c'est un sujet qui est fort demandé, forcément. Hein, c'est pas une question de dire ce qui est marrant, mais autant on ne souhaitait pas avoir d'informatique dans les soins, et puis maintenant qu'on en a, on ne sait plus s'en passer. Et puis quand ça plante, on est compliqué, et puis voilà, et puis on doit mettre en place des procédures. Donc on voit bien que c'est vraiment au cœur des sujets pratico-pratiques de nos quotidiens. Donc voilà. Concernant l'alimentation du DMP, dossier médical partagé, comment montrer qu'il est difficile dans les DPI de ne pas alimenter ou consulter le DMP si le patient s'oppose? Car le DPI ne propose pas cette case à cocher. Ah, ouais, ça je vois très bien. Ouais, mais après, effectivement, tous les dossiers patients ne disposent pas peut-être d'outils adaptés, des choses comme ça. C'est aux établissements à mettre en place les procédures qui vont bien et à sortir les éléments chiffrés qui vont bien. Enfin, on parlait tout à l'heure des éditeurs sur le fait pourquoi aujourd'hui on certifie les établissements sur le numérique et qu'on ne certifie pas les logiciels. À un moment donné, on parlait tout à l'heure de savoir si le DMP était bien intégré dans les dossiers patients, oui ou non. Mais non, on renvoie la balle aux établissements, en fait, on ne renvoie pas la balle à l'éditeur. Donc c'est à l'établissement, quelque part, à trouver des mécanismes qui vont lui permettre d'apporter des éléments. Voilà, j'ai reçu autant de patients, il y en a autant qui sont opposés, donc j'ai tracé quelque part qu'il y en avait autant qui s'étaient opposés, quoi. Donc après, parfois c'est peut-être simplement un document papier que le patient a signé. Hein. C'est aux établissements, malheureusement, qu'on renvoie la balle sur un certain nombre de justificatifs. C'est un peu comme pour la personne de confiance, hein, on va prévenir. Hein. C'est-à-dire qu'on coche une case comme quoi on a une personne de confiance, et si vraiment on en a besoin, on va aller chercher le papier dans lequel on a dit à la personne de confiance et vérifier que la personne de confiance est bien documentée, etc. C'est pareil, si la personne s'est opposée, à un moment donné, il doit y avoir une trace écrite quelque part dans le dossier patient, comme quoi il s'y est opposé. Et à ce moment-là, c'est la responsabilité de l'institution et des praticiens d'avoir été chercher des éléments dans le DMP alors que le patient s'y est opposé. Et donc, il devient effectivement fautif, hein, quelque part. Enfin, c'est l'institution qui portera la faute. Mais voilà, donc c'est encore une fois... mais ce n'est pas l'objet de la certification. Non, c'est pas l'objet. C'est ça.
D'ailleurs, on a une question là-dessus. Je reviendrai. Il y avait une question sur MS Santé, MS Citoyen. Je ne l'oublie pas, hein, mais effectivement, il y a Mathieu que je connais qui met le consentement du patient n'est pas géré par sillage. Il arrivera en 2025. Et comment comparer les établissements entre eux, puisque le rapport de certification ne précise pas la version de référence du manuel utilisé lors de la visite des experts. Alors, c'est vrai que c'est pas, tu compléteras, hein, Michel, si j'ai bien compris. C'est vrai que ce n'est pas dans le rapport de certification, mais on le retrouvera comme indicateur dans Open et puis après, par extension, dans les IFAC. Donc, de toute façon, il y a un système de comparaison quand même qui est mis en place, à moins que je me trompe. Bah, ces indicateurs, on nous les communique de toute façon. D'accord. Quelle que soit la source de l'indicateur, Ouais. que ce soit des pays ou que ce soit un audit, ou à partir du moment où on a un indicateur, quelle que soit sa source, on aura obligatoirement un effet de comparaison. C'est-à-dire que si l'expert visiteur ne retrouve pas la trace du consentement du patient à travers le DPI ou la possibilité, il demandera à l'établissement comment vous avez fait pour et montrer la procédure. Et montrez-moi le document en l'occurrence. Il y a un certain nombre de documents qui sont demandés au préalable à l'établissement qui il doit les fournir en fait. Donc après, si on n'a pas les réponses dans les documents, on va poser les questions. On va aussi parfois poser des questions même si on a les documents, mais c'est vraiment on a la preuve de ce qui est fait ou la démonstration de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait et on évalue ça en fait. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de la question sur le rapport de certification HS ne précise pas la version de référence du manuel utilisé lors de visite des experts. La réponse a été clairement portée par la Haute Autorité de Santé. Au moment même où les experts visitent, c'est toujours le manuel de référence qui soit, en l'occurrence, à jour. Donc, c'est la dernière version. Donc, actuellement, par exemple, la version de janvier 2024. Voilà. Donc, on se tape un peu des versions précédentes. C'est toujours la dernière version qui fait foi, au moment précis de la visite. Et alors, parce que je vois que le temps il tourne, dernière question, du coup, je regarde si... Oui, allez, parce qu'on va clôturer sur cette dernière question, du coup, concernant la cartographie des échanges non sécurisés. La suite liée au plan d'action pour transfert vers le MS Santé, donc citoyen, laisse entendre qu'on ne parle que des échanges avec le patient. Est-ce le cas ou bien est-ce que cela concerne donc les échanges comme les fax avec les laboratoires? Alors, donc du coup, les fax sont considérés comme des messages, des échanges non sécurisés. Il faut donc qu'il y ait un plan d'action à mettre en face. Et aujourd'hui, les laboratoires sont en capacité d'envoyer par messagerie sécurisée à l'établissement. Donc, pour rappel, la messagerie de santé sécurisée, ça s'adresse aux professionnels. La messagerie de santé citoyenne s'adresse aux patients. Ouais. Et pour compléter parce que c'est très important, ça, beaucoup d'établissements se font aligner sur les échanges non sécurisés. Ce que va surtout aller voir l'expert visiteur numérique, c'est s'il n'y a pas des fichiers Excel qui se baladent, où on partagerait des données de patients à travers le fichier Excel d'un médecin à un autre, ou d'un praticien à un autre, ou d'un professionnel à un autre. Donc soyez très très prudents sur les données de patients qui ne seraient pas dans des tables. Enfin, qui ne seraient pas sécurisés sur des fichiers Excel qu'on se partage. Le WhatsApp étant fortement déconseillé, bien entendu. Oui, c'est ça. Pour paraphraser des collègues que je connais dans l'informatique, attention aux logiciels forains, quoi. WhatsApp, SMS, photos, autre partage, même des photos qu'on prendrait. La dernière fois, on a eu un appel d'un dermatologue qui s'échangeait comme ça des photos. Attention, attention, c'est ça? Point de vigilance? C'est exactement ça. Au-delà de la certification, c'est le respect en fait des pratiques professionnelles et du patient, quoi, ou du patient et des pratiques professionnelles. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Ouais, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, les outils grand public sont parfois plus ergonomiques que les outils professionnels, mais la sécurité a un prix, en fait. Bien, je vous propose de continuer. Je vous laisserai Farida, Philippe et Michel, je vous laisserai le mot de la fin. Quelques points sur l'actualité très rapide au niveau du réseau. Donc, très rapidement, nous, ce qu'on vous a mis à disposition aussi, c'est des webinaires réalisés avec Santé Numérique, tout ce qui est l'INS, l'identité-vigilance, l'identité du patient tout au long du parcours du patient.
Donc, on a mis vous verrez un support et replay qui sont disponibles. Côté identito-vigilance, on vous a fait le lien avec l'INS, les très stricts, mais aussi des outils qui sont mis à disposition aussi, qui vous permettent de vous tester sur donc, certains critères en lien avec l'INS et le dossier médical. Pour autre actualité, le lundi 22 avril, on fait un retour d'expérience. Experts visiteurs de la région qui a passé plusieurs visites de certification, et notamment avec le nouveau référentiel 2024. Donc ça, c'est un café rencontre, donc pas que sur donc, les critères du risque numérique, mais sur l'ensemble du manuel. On vous a remis ici le lien pour vous inscrire directement en ligne. Inscription obligatoire, gratuite, mais obligatoire. À venir mi-juin, le jeudi 13 juin, c'est tout chaud, c'est de ce matin, de 9h30 à 11h. Pourquoi et comment je déclare un événement indésirable? Alors, on a mis entre parenthèses grave associé aux soins en secteur médico-social ou social. Point important, des structures chez nous où vous avez des fois les doubles ou triples casquettes. Et donc ça, ce café rencontre aura lieu de 9h30 à 11h. Introduction qui s'est faite par la présidente du réseau Santé Qualité, par l'ARS, Monsieur Gilardi, directeur général de l'ARS, en termes d'engagement. Autre point important, on a besoin de vous à nos côtés. Vous savez que cette année, donc la semaine sécurité patient a été décalée au mois de septembre. C'est plus en novembre, mais c'est au mois de septembre, du 16 au 20 septembre 2024. Et donc, ce qu'on fait, fort de notre expérience, comme l'année dernière, 2 mois avant, on fait la semaine sécurité et on vous partagera des outils du 24 au 28. Il y aura 4 webinaires, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Et par contre, il y a une session exceptionnelle le 25 juin en présentiel, en format séminaire. Et donc, 4 structures vont faire un retour d'expérience, eux, de leur action. Et à chaque fois, chaque jour, on vous donnera un outil que vous pourrez déployer ou pas, ou adapterez pour cette semaine sécurité. Cette année, c'est la semaine sécurité. Le thème, c'est diagnostic et information, que ce soit patient ou professionnel, diagnostic ou information. On a sorti des indappables disponibles. Donc là, au niveau des adhérents, ça y est, ça part par courrier. Et puis, il y a un kit adhérent donc là, qui va partir avec l'ensemble des outils qui sont aussi disponibles au niveau numérique. Alors moi, petit mot de la fin, merci d'avoir été présent. Voilà, on était quasiment une centaine. J'envoie déjà par avance mes remerciements à l'équipe de Saint-Amand et je vous laisse conclure. Alors, sera-t-il possible d'avoir le lien pour le 22 avril? Oui, on vous envoie le PowerPoint. Sinon, vous pouvez vous inscrire aussi directement sur notre site. Pour Céline, sa question, vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site. Voilà, je laisse le mot de la fin donc à Saint-Amand. Je les remercie vivement pour le contenu et contenant de leur présentation. Merci à Philippe, Michel et Farida. Donc voilà, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, donc simplement, merci. Je dirais 2 choses en tant que coordonnateur de visite. Surtout ne pas paniquer devant le système d'information parce qu'on est loin d'être tous des professionnels, sauf les EVN qui s'y connaissent un peu mieux. En tout cas, vraiment pas de panique à avoir. Moi, le conseil que je donnerais, très simplement, c'est qu'il suffit simplement de télécharger les 2 grilles Calista que doivent remplir les EVN et vous avez les 7 ou 8 questions qui vont être posées aux équipes. Donc à partir du moment, j'ai toujours dit que quand on avait les questions d'un examen, c'était quand même plus facile à passer l'examen. Pour une fois, l'HS donne les questions avant même de passer l'examen. Et l'expert visiteur numérique n'aura pas d'autre choix que de poser ces questions-là, puisque de toute façon, les grilles sont injectées à partir de ces questions. Donc le grand conseil, c'est vraiment de télécharger les 2 grilles, celle de l'audit système à la rencontre avec les professionnels et celle de l'audit système avec la gouvernance. D'un côté, il y a 9 questions, de l'autre côté, il y en a 10 ou 12, peu importe. Mais c'est vraiment d'ailleurs les plus petits audits système de toute la certification. Et d'entraîner l'équipe à la bonne réponse à apporter sur la question qu'on a à l'avance. Donc, il n'y a pas de raison de taper à côté, quoi. Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais. Oui, alors effectivement, pour rejoindre ce que dit Michel et ce qui a été dit un peu en introduction, c'est pas un audit technique. Donc en fait, on va rester positionné à un niveau assez haut, mais
en tant qu'expert technique, forcément, on va se rendre compte un peu du niveau de maturité du système d'information et de la maîtrise des professionnels. Après, on sait très bien que quand on s'adresse à une infirmière ou à un médecin, on ne s'adresse pas à un ingénieur informatique. Hein. Donc, l'objet, il n'est pas là. Hein. Il est de faire en sorte que les professionnels puissent travailler correctement et puissent prendre en charge leurs patients dans les meilleures conditions possibles. Hein. Voilà. Parfait. Eh ben, un grand merci. Bon après-midi à tous et toutes. Merci d'avoir été présents. Merci pour l'ensemble de vos questions et nous vous enverrons très rapidement cet après-midi ou avant la fin de semaine replay et support et lien pour télécharger les fiches. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir.